Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui en ce mardi 7 juillet 2020. À la une de l'actualité ce soir. Le gouvernement américain n'autorisera pas les étudiants étrangers à rester aux États-Unis si leurs universités décident, par peur du nouveau coronavirus, de poursuivre à enseigner uniquement en ligne à la rentrée. Réaction d'étudiants africains à venir dans ce journal. Regain de propagation du coronavirus à Madagascar. La capitale Antananarive retourne en confinement total. 2 mois après son déconfinement, le gouvernement malgache évoque l'accroissement des cas de Covid-19 alors que les habitants les plus démunis de la ville se demandent comment ils vont assurer leur survie. Au Nigeria, forte augmentation des cas de viol et de violences domestiques contre les femmes pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19, ce qui a déclenché une vague d'indignation et des manifestations de rue. Nouvelle tuerie au Burkina Faso. Au moins 8 personnes, donc 5 militaires et un élu local, ont été tués ce lundi dans une embuscade sur l'axe Barça-Logo-Pensa dans le nord du pays. C'est le convoi du maire de Pensa qui a été attaqué à Yentega. Le maire Souleymane Zabré a été tué. 3 occupants de son véhicule sont portés disparus d'après un élu local. On fait état d'une deuxième attaque contre un détachement militaire venu en renfort après l'embuscade. Attaque dans laquelle les 5 éléments de l'armée burkinabé ont été tués. Le pays est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires. En République démocratique du Congo, près de 800 civils ont été tués par le groupe armé des forces démocratiques alliées depuis janvier de l'année dernière. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONU publié hier. La majorité des victimes ont été tuées à l'arme blanche et par balle, ajoute le document au sujet de ces massacres dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement le territoire de Béni, frontalier de l'Ouganda. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme dénonce de possibles crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il recommande à Kinshasa de poursuivre les enquêtes judiciaires sur ces crimes commis par les ADF et demande à la MONUSCO, la force onusienne, de poursuivre l'appui à l'armée congolaise dans les opérations militaires contre ce groupe rebelle ougandais. Les États-Unis ne donneront pas de visa aux étudiants étrangers inscrits dans des établissements qui continueront à enseigner uniquement en ligne à la rentrée 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'ont annoncé les services migratoires américains hier. Les réactions avec Arzuma Compaoré. Les visas concernés sont les visas F1 pour des études académiques ou M1 pour des formations professionnelles. C'est ce que précise la police de l'immigration et des douanes, ICE, dans un communiqué. Les étudiants déjà présents sur le territoire américain doivent quitter le pays ou prendre d'autres mesures comme s'inscrire dans une école avec des cours en personne pour conserver leur statut légal. Pour beaucoup d'étudiants étrangers, cela pose un sérieux problème. Les classes en présence, c'est pas la même chose que les classes en ligne. Il y a, comme je viens de dire, il y a une aspect humain qu'on manque quand on prend les classes en ligne. Et pour les gens, par exemple, qui doivent passer leurs examens pour être docteurs, c'est beaucoup plus difficile de prendre les labs. Étant donné que nous sommes amenés à retourner, si cette loi est vraiment effective, il va de soi en fait que notre environnement change. Pour nous francophones qui venons étudier aux États-Unis, il y a la barrière de la langue. Et la barrière de la langue ne peut être comblée que lorsque nous sommes sur le territoire, ici aux États-Unis, parlant l'anglais. Pourquoi serais-je obligé à payer $50 000 pour une année de cours en ligne
et aux États-Unis, sachant que je peux avoir en fait une copie de ces cours-là en ligne gratuitement sur YouTube ou d'autres trucs. Ici, vous avez tous les outils à votre disposition. Je peux vous dire que vous pouvez avoir des logiciels, vous pouvez avoir accès à, en fait, à la technologie de première pointe et tout, sans vraiment payer. Juste avec l'école, ils vous donnent l'accès, ils vous sponsorisent en fait pour avoir l'accès à tout cela. Comme le reste du pays, les universités américaines, qui comptent en moyenne 5,5% d'étudiants étrangers et dépendent grandement de leurs frais de scolarité, ont fermé leurs portes en mars et basculé vers un enseignement en ligne pour tenter d'endiguer la pandémie. Toutes les universités, moi-même la mienne y compris, ont préparé tous les professeurs à l'enseignement en ligne comme substitut temporaire. Par exemple, à mon institution, beaucoup des livres que tu pouvais trouver à la bibliothèque physiquement et que tu ne pouvais consulter que physiquement à la bibliothèque, depuis presque 2-3 mois maintenant, les bibliothécaires ont essayé de digitaliser ces livres de sorte que ces livres-là peuvent être disponibles ou bien sont disponibles en ligne. Il y aura un coût que les universités américaines vont ressentir sur le plan financier parce qu'il y a beaucoup d'universités dont les revenus dépendent des frais d'inscription. Tout ce qui est travail concernant la caméra, tout ça, on ne peut pas le faire en ligne et aussi quand on donne des exercices, des devoirs aux étudiants, d'aller sortir concrètement avec les caméras, aller filmer et puis revenir travailler en post-production. Toutes ces composantes, il est très difficile. Faute de vaccins, certaines institutions, dont l'Université d'État de la Californie ou la prestigieuse Université de Harvard, ont annoncé qu'elles poursuivraient avec des cours à 100% en ligne à la rentrée. Un point sur la pandémie du coronavirus en Afrique. Hier, l'état d'urgence sanitaire a de nouveau été prolongé pour 15 jours en République démocratique du Congo avec des critiques de plus en plus vives d'une partie du Parlement qui a voté pour la 6e fois cette prolongation depuis mars dernier. Le pays a depuis enregistré 7432 cas, dont 182 décès. Au Kenya, fin anticipée de l'année scolaire en raison de la maladie, le ministre de l'Éducation annonce que les écoles primaires et secondaires ne rouvriront qu'en janvier de l'année prochaine. Aucun examen n'aura lieu en novembre, comme c'est normalement le cas, et l'année sera considérée comme perdue, d'après le ministre Georges Magoha. Pour sa part, l'Algérie a ordonné ce mardi le reconfinement de 18 communes de la wilaya de Sétif, la deuxième préfecture la plus peuplée du pays, en raison d'une hausse des contaminations. Reconfinement à Madagascar également. 2 mois après son déconfinement, Antananarive, la capitale, est de nouveau placée en confinement en raison d'un regain de propagation du coronavirus. Dans les rues de Tana, beaucoup s'inquiètent et se demandent comment ils vont survivre à la nouvelle fermeture. Blanche Sanou pour les détails. That international air travel into and out of the territory of the Republic of Kenya shall resume effective the 1st of August. En Ouganda, des centaines de milliers de motos circulent sur les routes et la majorité d'entre elles fonctionnent comme des taxis appelés Boda Boda. Mais avec la pandémie de Covid-19 depuis avril, le gouvernement a interdit les mototaxis en raison de la proximité entre le conducteur et les passagers. Pour résoudre ce problème, Dixon Girani a créé un bouclier en plastique qui permet de réduire le contact physique. Nous pensons que le bouclier va entièrement protéger le passager contre les contaminations sur la route durant ses déplacements. Mais surtout, il n'entrera pas en contact direct avec le chauffeur. 4 mois après le verrouillage de l'Ouganda, les chauffeurs de Boda Boda, désormais autorisés à livrer des marchandises, peinent à gagner leur vie. Les conducteurs exhortent les autorités à les laisser prendre des passagers, à condition bien sûr d'utiliser le bouclier protecteur. Je pense qu'en tant que conducteur de Boda Boda, nous devrions tous utiliser le bouclier afin de maintenir une distance physique avec le client. Donc, étant devant la moto et le passager à l'arrière, séparés par le bouclier, je ne vois pas comment nous allons être infectés par le Covid-19.
Le ministère ougandais des Travaux publics et des Transports a déclaré qu'il enquêtait sur l'efficacité du bouclier. L'ingénieur des travaux Tony Kavuma craint que les passagers ne se disent que le bouclier est tout ce dont ils ont besoin pour se protéger contre le nouveau coronavirus. That is the use of the masks and the helmet. L'utilisation des masques et du casque doit être prioritaire, un casque qui couvre entièrement la tête. Dans ce cas, même si le conducteur est infecté, le casque pourrait contenir les gouttelettes. Et aussi, en cas de chute, sa tête sera protégée. On ne sait pas à quel moment les autorités ougandaises autoriseront les passagers à emprunter de nouveau les boda boda. Mais en attendant, Dickson Girani continue de fabriquer les boucliers en prévision d'une forte demande. La lutte contre la maladie Covid-19 se poursuit en Somalie également. Les autorités effectuent désormais davantage de tests de dépistage dans un court délai, un pas important pour ce pays instable avec un système de santé parmi les plus faibles au monde. Mohamedou Oumfa. Dès l'apparition du premier cas de nouveau coronavirus en Somalie le 16 mai dernier, il s'est posé dans ce pays le problème du dépistage. Il fallait alors faire les prélèvements et tester les échantillons au Kenya à plus de 1000 km et attendre des jours, voire des semaines pour avoir les résultats. En avril, pour y remédier, l'OMS a aidé les autorités somaliennes à équiper le laboratoire national de référence de santé publique. Nous sommes vraiment reconnaissants envers l'OMS qui nous permet de faire des tests de Covid-19 ici à Mogadiscio. Avant, il fallait envoyer des échantillons au laboratoire Kemri de Nairobi. Maintenant, nous avons 2 PCR ici à Mogadiscio, un à Hargeisa et un à Garoua. L'appui de l'OMS a consisté en un don d'une machine de test PCR, un test moléculaire qui permet de détecter le virus. Il a fallu ensuite former le personnel du laboratoire pour lui permettre d'utiliser les équipements. Le 9 avril, ce laboratoire a commencé à réaliser des tests de Covid-19. Depuis lors, nous avons aidé ce laboratoire à devenir opérationnel et à tester autant d'échantillons que possible, car le laboratoire joue toujours un rôle important, non seulement pour la détection, mais aussi pour mieux comprendre la façon dont ce virus circule dans le pays. La capacité actuelle de dépistage du laboratoire est de 180 échantillons par jour. Entre le 9 avril et le 23 juin, 6572 échantillons y ont été testés. Les autorités envisagent d'augmenter ces capacités à 360 échantillons testés par jour. L'OMS a en outre mis à jour le niveau de sécurité du laboratoire. L'investissement que nous avons fait dans ce laboratoire est un investissement pour l'avenir. Ce laboratoire sera capable, pendant des années, de détecter des pathogènes inconnus et nouveaux, qu'ils soient d'origine respiratoire, virale ou bactérienne. Avec environ 3000 cas confirmés et une centaine de morts de Covid-19, la Somalie semble l'un des pays les moins touchés de la planète. Mais ces chiffres seraient sous-estimés du fait de la faible quantité des tests effectués. À cause de l'insécurité rampante et de la pauvreté, une augmentation des cas pourrait être désastreuse pour ce pays. Le Nigeria a connu une forte augmentation des cas de viol et de violences domestiques contre les femmes durant le confinement dû à la pandémie de nouveau coronavirus. C'est le chef de la police du pays qui le dit. Ces actes ont déclenché une vague d'indignation sur Internet et des manifestations de rue poussant les autorités à s'engager à lutter contre les violences sexuelles généralisées dans le pays. Timothy Obiezou a fait ce reportage à Abuja. Le récit est d'Arzuma Compaoré. En janvier 2015, Ifunanya Glory revenait du travail lorsque, dit-elle, son voisin l'a rejointe et forcée dans sa maison. Elle a lutté en vain pour se libérer alors qu'il l'a traînée et battue avant de la violer. Nous nous sommes battus. Je pense que sa télé s'est cassée au cours de la lutte. Puis, il a commencé à me donner des coups sur les jambes et partout. Au finish, je ne pouvais plus me battre contre lui. Je me souviens qu'il m'a dit
Ifunanya, même Dieu ne peut pas te sauver d'entre mes mains. Les efforts d'Ifunanya pour obtenir justice ont été vains. Elle s'est résolue à venir dans cette église chaque semaine pour trouver du réconfort, mais dit qu'elle vit toujours avec le traumatisme. Si j'avais pu, je l'aurais étranglé ce gars. Je l'aurais fait disparaître de ce monde. Mais il n'y a rien que je pouvais faire alors, parce que j'étais aussi financièrement handicapé. Les Nations Unies estiment qu'une fille sur 4 au Nigeria subit des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Mais le pays connaît une nouvelle vague d'infractions, de viols et autres violences sexuelles contre les femmes, jusqu'à 3 fois plus depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon un groupe d'aide bénévole appelé Domestic and Sexual Violence Team. Le problème a attiré l'attention après que 3 femmes ont été violées et tuées dans différentes parties du pays à quelques jours d'intervalle. Des centaines de manifestants et des militants des droits de l'homme qui ont marché autour du siège de la police à Abuja ont demandé justice pour les victimes. Sur les réseaux sociaux, les hashtags comme #EndRape, No means No et Justice pour les victimes de viol continuent de se répandre. One of those conclusions that we are making now is the fact that l'une des conclusions que nous tirons maintenant est le fait que le verrouillage a bien sûr obligé les auteurs de viols à se retrouver dans les mêmes limites, dans les mêmes espaces que les survivantes, les personnes violées, femmes comme filles. Celles-ci restent impuissantes et les auteurs le savent aussi. Who are being raped with the women and the girls. So the women and the girls are helpless. The perpetrator also knows that the women and girls are helpless at this time. Les critiques disent que le Nigeria a été lent à répondre aux problèmes dans le passé. Mais maintenant, les autorités déploient des équipes spéciales d'enquête sur les violences de genre dans chaque État du pays. That every one of us have got a sister. Chacun de nous a une sœur, une femme, une fille ou nous avons une mère. Et nous ne voulons pas qu'elle soit victime d'agressions sexuelles ou de viols. Par conséquent, nous sommes ensemble avec vous dans la quête d'un Nigeria libéré de tout viol. In the quest for a rape-free Nigeria. L'année dernière, les autorités nigérianes ont lancé le premier registre de délinquants sexuels du pays pour punir les coupables. Plus récemment, le Forum de gouverneurs du Nigeria a déclaré l'état d'urgence sur le viol et les autres formes de violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants dans les 36 États du pays. Ailleurs dans l'actualité, le patron de la diplomatie américaine a déclaré hier que les États-Unis envisageaient d'interdire les applications chinoises telles que la plateforme TikTok. Pékin est accusé de les utiliser pour espionner les utilisateurs. Mike Pompeo avait déjà salué la décision de l'Inde de bannir de nombreuses applications chinoises, y compris TikTok. Mais l'annonce la plus retentissante est venue ce mardi de TikTok elle-même, qui a arrêté l'application à Hong Kong en marge de la crise autour de la loi controversée de Pékin sur la sécurité nationale. Et donc, cette précision, le secrétaire d'État américain a qualifié d'orwellienne les mesures de cette loi qui vise à censurer les militants pro-démocratie, les écoles et les bibliothèques à Hong Kong. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, n'allez nulle part ailleurs. Nous revenons dans quelques petits instants.
Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. La chronique de l'économie, c'est votre rendez-vous du mardi. Ce soir, Eric Manirakiza démarre avec le Kenya qui va reprendre les vols internationaux à partir du 1er août prochain. Depuis la mise en œuvre des restrictions visant à stopper la propagation du nouveau coronavirus, la pression pour relancer l'économie du pays s'est multipliée. L'industrie touristique a beaucoup souffert, des entreprises ont fermé, des emplois ont été perdus, mettant en danger les moyens de subsistance. Des millions de pauvres habitants dans la ville de Nairobi qui vivent au jour le jour sont les plus touchés. La réouverture annoncée de l'aéroport international Jomo Kenyatta est une mesure importante pour soulager le pays et les Kenyans. Les voyages aériens internationaux à destination et en provenance du territoire de la République du Kenya reprendront à compter du 1er août 2020. Encore une fois, tout se fera en stricte conformité avec tous les protocoles établis par le ministère de la Santé, les autorités locales et internationales de l'aviation civile. Le président Kenyatta a également levé à partir du 15 juillet l'interdiction de circuler dans et en dehors de la capitale Nairobi, la ville portuaire de Mombasa et le nord-est de Mandera. Cependant, un couvre-feu de 21h à 4h du matin restera en place pendant 30 jours. Il a exhorté les citoyens à continuer de faire preuve d'un optimisme prudent et d'éviter un abandon imprudent. Et dans le secteur aérien, les pertes continuent de s'accumuler, les compagnies continuent de saigner avec de possibles faillites. Selon l'Association internationale du transport aérien IATA, les quarantaines dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient menacent le transport aérien. Après la suspension des vols commerciaux par de nombreux pays pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, certaines compagnies ont repris partiellement leurs activités, mais avec des restrictions comme l'obligation pour les voyageurs de se faire dépister ou être placés en quarantaine à l'arrivée. Le vice-président de l'IATA pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Mohamed Al-Bakri, a dit que les mesures de quarantaine imposées par les gouvernements de 36 pays d'Afrique et du Moyen-Orient représentent à elles seules 40% de l'ensemble des mesures de quarantaine prises à travers le monde. Il a invité les gouvernements à trouver des alternatives à la quarantaine. En juin, Emirates avait prévenu qu'elle pourrait mettre 4 ans pour retrouver une situation normale. Elle a remboursé quelques 517 millions de dollars au cours des 2 derniers mois pour les clients ayant vu leur vol annulé en raison de la pandémie. Qatar Airways a de son côté annoncé des suppressions d'emplois ou des réductions de salaire pour les pilotes étrangers. Dans ses dernières prévisions publiées jeudi, l'IATA a estimé que les compagnies du Moyen-Orient devraient perdre environ 56% de leurs revenus et 55% des passagers cette année par rapport à 2019. La capitale sénégalaise, métropole de 3 millions d'habitants, en rapide expansion sous la pression de l'exode rural, se sent de plus en plus à l'étroit sur sa péninsule qui s'enfonce dans l'Atlantique. Depuis des années, les promoteurs ont pris pour cible son rivage en érigeant hôtels et résidences de luxe qui défigurent petit à petit le paysage de Dakar d'après des habitants. Cette privatisation du littoral ne laisse donc pas les Dakarois indifférents. Salwa Jafari. Périphérie de Dakar, voilà à quoi ressemble aujourd'hui le phare des Mamelles, ce patrimoine historique national. Ce fleuron datant du 19e siècle est aujourd'hui symbole du carnage foncier que subit le littoral sénégalais. Fin mai, un promoteur s'est présenté avec un permis et a entrepris de terrasser au pied de la colline pour construire un hôtel. Quelques heures ont suffi pour y laisser un trou béant. Ibrahim Hassen, gérant du phare, est dégoûté. On a grandi sur ce site, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre culture, le phare des Mamelles. Donc c'est important pour nous de préserver ce site. Et on défend, tant qu'on est là, on va essayer de défendre, on va essayer de conserver. Gros bâtiment prévu pour faire un hôtel. Impuissants, les riverains voient leur paysage défiguré. Petit à petit, le béton avale la plage
et rien ne semble pouvoir l'arrêter. 25 ans en arrière, quand tu reviens ici, tu vas être dégoûté. Tu vois, ça n'a rien à voir. Voilà. Nous, on est là, c'est ça qui reste. Tu vois, donc nous, on est là à protéger ici. Bien sûr, on a peur. On a peur parce que c'était pas comme ça. Et un beau jour, on a vu le gars avec son manning, son argent, il est venu pour mettre du béton. La destruction d'une partie de la colline des Mamelles a provoqué un tollé dans la presse et sur les réseaux sociaux. La police a fini par interrompre le terrassement. Nous dénonçons aussi donc l'occupation du littoral qui appartient à tout le monde. Partout dans le monde, un littoral est une propriété commune. Que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, partout, un littoral sert à tout le monde. Pourquoi donc quelques privilégiés pensent qu'eux seuls ont droit d'accéder au littoral, le privatiser, le fermer et permettre uniquement à eux et à leur famille d'y accéder au détriment des autres Sénégalais. Donc voilà pourquoi c'est un combat commun et global. Un combat que le gouvernement sénégalais promet de mener à travers une nouvelle loi de protection du littoral. C'est une question d'aujourd'hui d'opinion nationale. Est-ce qu'il faut construire? Est-ce qu'il ne faut pas construire? On l'a donné ou on ne l'a pas donné? Le mal est déjà fait. Les titres ont été donnés. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir que l'État du Sénégal, pour les parties inoccupées et qui sont importantes, 7 km sur 15 ou 20 km, l'État du Sénégal a pris l'option d'aménager et de faire en sorte que les populations puissent avoir accès, un égal accès au littoral. L'heure est grave. Le mois dernier, le président Macky Sall a demandé à son gouvernement de veiller au respect des règles de gestion foncière au plan national. En même temps, il a suggéré la mise en place d'un plan global d'aménagement durable et de valorisation optimale du littoral et de veiller sur l'étendue du territoire à l'application rigoureuse des dispositions du Code de l'urbanisme et de la construction. Reste à savoir si ces mesures feront long feu ou si les travaux d'aménagement reprendront de plus belle en l'absence d'un cadre juridique définitif. Le Zimbabwe tente de se faire une place sur le marché mondial du cigare. Une entreprise locale avec de grandes ambitions essaie de bouleverser les acteurs connus de la production de cigares dans le monde. Cette entreprise appelée Mosi Oa-Tunya espère capitaliser sur le célèbre tabac du Zimbabwe pour affronter des opérateurs bien établis. Yacouba Ouedraogo. Lorsque Shep Mafundikwa a créé la première entreprise de cigares roulés à la main au Zimbabwe, il a baptisé du nom des célèbres chutes de Victoria. L'appellation locale Mosi Oa-Tunya signifie la fumée qui gronde. Pour Mafundikwa, qui est revenu au Zimbabwe en 2019, après 15 ans passés aux États-Unis, c'est un signal d'intention de s'attaquer au grand nom du marché d'exportation bien établi. Nous avons un intérêt solide en ce moment de la Roumanie et du Vietnam et nous avons des demandes, des renseignements de Dubaï. Donc pour moi et pour l'équipe, nous voulons notre marque sur le marché international dès que possible. En plus d'être célèbre pour ses problèmes économiques, avec une inflation annuelle qui a atteint plus de 785% en mai, le Zimbabwe est aussi réputé pour son tabac de qualité. Il est principalement exporté vers la Chine et l'Europe, où il est utilisé comme arôme pour les fabricants mondiaux de cigarettes. Pour Mafundikwa, ce fut le déclic. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose d'unique qui pouvait être fait ici et c'est ainsi que l'idée et le rêve sont nés. Il a alors recruté Elias Lopez qui a travaillé pour les fabricants de cigares Arturo Fuente et Davidoff pour former une équipe composée uniquement de femmes spécialisées dans l'art de rouler les cigares à la main. Le Dominicain de 52 ans affirme que ces cigares rivaliseront avec les meilleurs du monde tels Habanos et Monte Cristo de Cuba. Mais pour l'instant, la compétition se fait avec le pays voisin. Bongani Cigar, lancé l'année dernière au Mozambique, cherche aussi à casser le marché des cigares de luxe. Mafundikwa souhaite aussi développer localement un marché du cigare en créant des marques abordables. À Harare, où Mosi Oa-Tunya est basé, Roy Ndudzo partage certains des cigares avec des amis autour d'une bouteille de vin.
Traditionnellement, je ne suis qu'un fumeur de cigarettes, mais j'ai décidé de prendre cela à titre d'essai et j'en suis surpris. J'apprécie ça. Il a cette saveur que je ne tire pas de mes cigarettes normales. Nous sommes ravis ici au Zimbabwe d'avoir ces cigares. Ils n'étaient pas au Zimbabwe auparavant, mais d'autres pays les avaient déjà. Nous en sommes contents et quand nous aurons nos rencontres, je pense que nous allons les aimer davantage. Un amour aiguisé par le fait que les Zimbabwéens comparent la fumée que مثلا